c'est David Alexandre Lobry et donc je suis agronome. Et au niveau du Centième Singe, je suis impliqué en tant que coordinateur sur la partie espace test et développement de la microferme en maraîchage biologique. J'ai fait une formation d'ingénieur agronome où on abordait à la fois les thématiques agroalimentaires et agronomiques. Donc moi j'ai choisi la filière agronomie et à partir de là, dans mon parcours, en fait, j'ai commencé à travailler dans une start-up où on travaillait sur les diagnostics gaz à effet de serre, la responsabilité sociétale des entreprises et des analyses de cycle de vie. Du coup, voilà, sur des thématiques du développement durable. Et du coup, pendant cette expérience-là, je passais beaucoup de temps je faisais de la formation pour des gens de reconversion professionnelle, je travaillais aussi avec des entreprises d'insertion et je faisais aussi beaucoup de diagnostics gaz à effet de serre. Et à la base, on voulait monter en fait un modèle de compensation carbone locale où on allait voir des agents économiques lorrains, c'était en Lorraine, et on les accompagnait dans la réduction de leurs émissions et on leur proposait d'investir dans notre fonds de compensation carbone à tant d'euros la tonne de CO2 pour réinvestir ça dans des projets de compensation carbone locaux qui permettaient de réduire les émissions de gaz à effet de serre et qui avaient d'autres impacts sur le développement économique local, responsable, avec un impact social. C'est pour ça aussi qu'on travaillait pas mal avec des entreprises d'insertion aussi, dans ce sens-là. Donc j'ai travaillé dans cette entreprise-là et au bout d'un moment, la logique changeait un peu la logique quotidienne était différente par rapport au projet de base. On devait finalement faire beaucoup plus de business que travailler sur le modèle de compensation carbone pour pouvoir vivre. À partir de là, j'ai décidé d'arrêter cette aventure et de me réorienter plus sur l'agriculture. Et à partir de là, je me suis orienté sur l'agriculture biologique évidemment, sur la partie maraîchage et je suis allé me former à la ferme Sainte-Marthe chez Philippe Desbrosses en Sologne. Et puis j'ai enchaîné du coup les expériences maraîchères en France, à la fois en woofing, des expériences maraîchères, ou production aussi de fromage bio dans les montagnes, dans les Alpes-Maritimes, d'autres boulots dans l'agriculture. Et puis j'ai participé aussi au développement d'une ferme, une micro-ferme en maraîchage bio qui se veut être une production maraîchère en permaculture avec des arbres fruitiers aussi dans le Périgord. Et à partir de là, ensuite je suis parti aux États-Unis pendant 2 ans où en fait je me suis retrouvé à travailler sur la ferme expérimentale de la Montana State University, donc dans le Montana, où j'étais responsable de la production maraîchère biologique sur cette ferme expérimentale, où je faisais du coup de l'expérimentation, de la production pour la vente et de la pédagogie pour les étudiants de l'université. Donc ça pendant 2 ans. Du coup, c'était des conditions géniales, quoi. On avait le matériel, on avait les moyens, et donc là je cultivais 8000 m² en production en plein champ, 600-700 m² sous tunnel et il y avait 7000 m² inclus dans la rotation en culture de couverture. Je suis revenu après des États-Unis, après cette expérience-là, fin d'année dernière, et puis donc j'habite pas loin du Centième Singe, à Castanet, Tolosan, et j'ai rencontré donc Charlie et Amandine qui du coup m'ont expliqué ce qu'ils voulaient faire ici au Centième Singe, et ça m'a énormément parlé parce que j'ai ce type de projet-là en tête depuis un moment, depuis pas mal d'années, et je travaillais en fait pour pouvoir développer ça. J'allais me confronter à la production, comment ça se passe, pour pouvoir être un agronome qui ne soit pas seulement quelqu'un qui a fait des études d'agronomie, qui soit dans le théorique et qui navigue dans les institutions, mais qui ne sache pas vraiment comment ça se passe, le travail au quotidien d'un maraîcher, et qui n'a pas senti physiquement dans son corps, dans sa tête et dans son moral ce que ça impliquait. Donc voilà, j'ai fait ce parcours-là aussi pour pouvoir, moi aussi, dans une certaine quête de légitimité par rapport à ce que je pouvais faire en tant qu'agronome.
dans ce sens-là. Et donc avec le centième singe, je me suis retrouvé en fait avec des personnes qui poursuivaient le même type d'objectif que moi, l'objectif de servir l'intérêt général et de répondre à des problématiques très ancrées sur un territoire, travailler sur des problématiques à la fois foncières, des problématiques au niveau de la professionnalisation de l'activité de maraîchage biologique par exemple, parce qu'il y a tout ce mouvement-là aussi de plein de gens qui veulent s'installer en maraîchage biologique, qui sortent du milieu citadin, qui n'ont pas forcément d'expérience dans le domaine agricole, qui ne connaissent pas le monde agricole. Et moi j'ai été dans cette situation-là aussi, et je trouve important en fait que les personnes qui accompagnent ces gens-là aussi puissent comprendre aussi leurs problématiques globales, parce que ça implique plein de choses au niveau du changement de vie quand on veut s'impliquer dans ce genre de projet de vie-là. Et donc voilà, au centième singe, j'ai rencontré ça, quoi, des personnes convaincues. Après, il y a d'autres choses qui en plus humainement me parlent ici, quoi. Alors ce colloque, donc, ça aborde les problématiques, le thème de l'agriculture urbaine, périurbaine. Et ce qui me semble important d'aborder dans le cadre de l'intervention pour le centième singe, c'est ce qui se joue par exemple ici, sur le centième singe, sur le site du centième singe. C'est-à-dire que là, on est à 15 km de Toulouse, sur un territoire, donc on a 7 hectares d'un seul tenant de terres agricoles qui sont donc sujettes à la pression foncière, qui sont entourées de banlieues pavillonnaires, très proches d'un gros pôle d'activité vers la Belge. Il y a des centres de recherche, il y a énormément d'effervescence sur ce lieu-là. Il y a le métro qui va arriver pas loin d'ici dans quelques années. Donc c'est un territoire à fort enjeu. Il y a énormément d'enjeux qui sont cristallisés ici. Donc je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut aborder au niveau des problématiques agricoles périurbaines à partir de ce lieu-là, en fait, de ce qui se joue ici. Donc au niveau de la pression foncière, du travail avec les collectivités territoriales, des mairies, des communautés d'agglomération, du département, de la région, pour pouvoir, et de l'ensemble des acteurs en fait, de l'installation agricole, pour pouvoir aussi travailler avec toutes ces institutions, tous ces acteurs, pour pouvoir aussi travailler sur donc, la préservation du foncier et qu'est-ce qu'on fait de ce foncier. Et, donc favoriser l'installation aussi de nouveaux agriculteurs, parce que c'est pas pour virer les agriculteurs qui sont déjà là, pas du tout. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, les agriculteurs qui sont en place dans ces coins-là sont, pour une bonne partie, une large majorité, proche de l'âge de la retraite. D'ici une dizaine d'années, ils sont à la retraite. Bon, j'ai pas la statistique exacte ici, mais en général, je travaillais sur une étude à Avignon. À 80% des agriculteurs qui sont proches de l'âge de la retraite sur les 10 années à venir. Et il y en a même qui arrêtent avant, notamment du fait de la pression foncière. L'activité étant peu rentable, décident finalement, à partir du moment où ils attendent le changement de vocation de ces terres-là dans le PLU, et du coup vont pouvoir vendre ces terres-là. Et je ne leur jette pas la pierre, c'est tout à fait compréhensible de leur position personnelle. Mais du coup, on peut peut-être faire autre chose sur ces terres-là. Donc, il y a énormément de choses à faire au niveau politique, au niveau des acteurs qui accompagnent, qui travaillent sur ces thématiques-là aussi, et de l'installation d'agriculteurs sur ces terres-là pour aussi créer de l'activité économique, et créer de l'activité aussi humaine, et travailler aussi sur la préservation de ces territoires-là qui, du coup, sont en régression, ces endroits-là où il peut y avoir énormément de vie et de verdure, et un aspect sympa. On aime tous aller se balader au bord du canal du Midi, on aime tous aller se balader au bord de l'Ariège.
Et ça, c'est des endroits qui sont en recul. En général, on va garder les endroits qui sont inondables. Voilà, l'action qu'on fait, c'est qu'on préserve le foncier inondable, mais on ne le préserve pas, c'est juste qu'on ne peut pas construire dessus. Il n'y a pas forcément de décision politique là-dessus. J'imagine qu'en fait ici, au Centième Singe, si on arrive à montrer qu'il y a des choses, que l'installation d'agriculteurs, que la mise en place de nouvelles activités agricoles sur ces territoires-là ont un impact bénéfique, un impact positif sur le territoire localement, humainement, économiquement, socialement, sur l'ensemble de tous ces plans-là, et environnementalement parlant, on peut aussi inciter les politiques locaux à prendre des décisions sur la préservation de ce foncier-là. Donc c'est, je pense, l'ensemble de ces points-là que j'imagine l'aborder lors de la conférence. Pour moi, il y a le foncier, la pression foncière, la pression urbaine sur le foncier, c'est l'enjeu numéro un, je dirais. C'est le plus fort sur le territoire périurbain parce que on peut pas, quand on veut s'installer, les personnes qui veulent s'installer en maraîchage biologique particulièrement, je parle pour ce que je connais, sont confrontées à ça, au coût de la terre, et on peut pas payer, on peut pas s'installer sur des terrains qui valent 10 € du mètre carré, c'est juste pas possible, quoi. On a besoin d'hectares et on peut pas s'installer dans ces conditions-là. Et il y a aussi l'enjeu de l'habitat dans ce sens-là. C'est qu'une personne qui va s'installer en maraîchage biologique aussi, il y a tout un temps de transition qui va durer 1 an, 2 ans, 3 ans, où financièrement ça peut être compliqué et de ne pas pouvoir vivre sur place et devoir payer un loyer assez important dans ces zones-là résidentielles, c'est aussi quelque chose qui est compliqué. Donc la pression foncière de l'urbain sur les terres agricoles périurbaines, c'est pour moi l'enjeu numéro un. Après, je dirais que c'est un autre enjeu, c'est comment on fait pour favoriser l'installation d'activités agricoles sur ces terres agricoles, parce que ça se fait pas non plus d'un claquement de doigts. Il y a différents territoires qui travaillent sur l'installation de nouveaux agriculteurs sur ces terres agricoles. Parfois ça fonctionne directement, la mayonnaise prend et tout se passe bien. Mais parfois ça fonctionne pas, parce qu'on a des personnes qui sont installées, mais qui sont installées et laissées, à qui on met à disposition un terrain, mais leur projet d'installation n'était pas forcément mature. Et finalement, il ne se passe pas grand-chose sur ces terres-là, et où elles n'ont pas été accompagnées. Donc il y a aussi comment on travaille sur l'installation des personnes qui vont cultiver ces terres-là. Donc il faut travailler avec l'ensemble des acteurs compétents dans le domaine. Il y a bien sûr les chambres d'agriculture, il y a les ADA, il y a les CIVAM, il y a Terre de Liens, et des acteurs comme le Centième Singe qui peuvent se positionner aussi là-dessus pour du coup travailler sur ce processus-là, qui est un processus assez long et qui demande des compétences, qui se déroule sur plusieurs années. C'est ce que l'ensemble des acteurs qui travaillent là-dessus constatent. Donc il faut des compétences importantes, des connaissances techniques, des compétences politiques, des compétences sur le foncier, des compétences juridiques, administratives, pour pouvoir favoriser des installations qui vont s'ancrer et qui vont durer. Donc voilà, je dirais que c'est le foncier, comment on travaille sur l'installation. Et un troisième enjeu fort, j'irais sur l'enjeu politique, l'enjeu décisionnaire sur cette agriculture périurbaine, parce que les politiques aux différents échelons, que ce soit au niveau de la commune, de l'agglo, du département ou de la région, ont un rôle à jouer là-dessus.
Et il y a différentes actions qui peuvent être mises en place, qui peuvent être portées par l'ensemble de ces acteurs-là. Et donc, je dirais que l'enjeu, finalement, il est, une fois qu'on a tenu compte des deux premiers enjeux, l'enjeu politique est important à prendre en compte.